Au moment de prendre la parole devant vous pour dresser un état des investigations dans le cadre de l'enquête relative à cet incendie intervenu le 18 juillet vers 2h30, je souhaite d'abord avoir une pensée pour les 7 personnes décédées, 3 enfants, 1 adolescent et 3 adultes. Pour celle qui a été grièvement blessée, dont le pronostic vital n'est plus engagé depuis vendredi soir, et pour toutes les autres victimes, directes et indirectes. Je souhaite aussi saluer la très grande dignité des familles et des proches des victimes qui ont exprimé leur confiance dans la réponse des autorités publiques face à ce drame absolu qui les frappe. Dans le cadre de ce drame, une forte mobilisation de toutes parts s'est mise en place pour venir au soutien de toutes celles et tous ceux qui sont dans la douleur et les difficultés. Nous continuerons bien sûr à être présents à leurs côtés pour les accompagner dans le cadre de la procédure judiciaire notamment. Nous avons à leur égard, tout particulièrement, et vis-à-vis de tous nos concitoyens, un devoir de vérité et de justice. Pour y parvenir, dès les faits intervenus, une très forte mobilisation des fonctionnaires de la direction interdépartementale de la police nationale 06 et tout particulièrement du service interdépartemental de police judiciaire s'est mise en place sous la direction de mon parquet. Depuis jeudi, à Nice, près d'une 50aine de fonctionnaires ont été engagés et ont travaillé quasiment 24 heures sur 24. À ces effectifs niçois se sont notamment ajoutés de nombreux fonctionnaires de la DIPN 95. Dans le cadre de cette enquête, la brigade de recherche et d'intervention de Nice et la BRI nationale ont également été fortement mobilisés. Même si je sais qu'ils considèrent ne faire que leur travail et leur devoir face à ces faits gravissimes, je veux les remercier vivement et très sincèrement pour tout ce qui a été fait sans interruption depuis jeudi. Je souhaite également remercier les équipes du laboratoire de police technique et scientifique de Marseille qui se sont rendues dans le quartier des Moulins très rapidement pour apporter les premiers éléments d'analyse essentiels pour mieux comprendre le déroulement de l'incendie et remercier les équipes de ce même laboratoire qui, à Marseille, ont pris en charge nos demandes d'analyse, ADN notamment, en extrême urgence. Je remercie enfin toute l'équipe du département de médecine légale de Nice, et tout particulièrement sa chef de service, ainsi que le service national de police scientifique d'Écully, qui ont procédé en un temps très court aux différents actes médico-légaux, afin notamment de pouvoir rendre le plus rapidement possible les dépouilles des victimes à leurs familles et à leurs proches, pour qu'elles puissent organiser les obsèques et le temps du deuil, ce en lien avec les équipes de la cellule d'urgence médico-psychologique et de l'association d'aide aux victimes Montjoie, que j'associe à ces remerciements. Cette mobilisation et la qualité du travail accompli ont porté leurs fruits et permis des avancées rapides de l'enquête sur laquelle je vais vous apporter un certain nombre de précisions en soulignant de nouveau, comme je l'ai fait vendredi, que si les attentes en termes d'information dans ce dossier, qui a suscité une très forte et très légitime vague d'émotions, sont parfaitement compréhensibles, elles doivent toujours se faire dans le respect du secret de l'enquête qui a pour but principal de préserver l'efficacité de celle-ci. Comme je l'indiquais jeudi, à la lumière des premiers éléments recueillis tout de suite après les faits, une enquête était ouverte du chef de destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Les éléments réunis dans les heures qui ont suivi m'ont conduit à modifier le cadre d'enquête pour retenir des faits de destruction volontaire par incendie en bande organisée et ayant entraîné la mort, et d'association de malfaiteurs en vue de la commission de faits de destruction volontaire par incendie en bande organisée. Pour ce type de fait, le régime de la criminalité organisée s'applique avec des moyens d'enquête élargis et la possibilité de garde à vue de 96 heures. S'agissant des causes de l'incendie,
il apparaissait, comme je l'ai déjà indiqué, que 3 départs de feu étaient intervenus au premier, deuxième et troisième étage, cette pluralité de mises à feu ayant contribué à la propagation très rapide des flammes. Des traces de produits accélérants en quantité significative étaient relevées. Les 3 feux allumés ont développé des flammes et des fumées concentrées dans la cage d'escalier qui, avec un effet cheminée, se sont retrouvés bloqués au dernier étage. Un appel d'air au 7e étage a provoqué un embrasement violent qui s'est propagé très rapidement dans l'appartement des victimes. Sans l'intervention rapide et efficace des pompiers engagés dans un contexte difficile et dangereux, le bilan absolument dramatique aurait été encore plus lourd. Il ne fait à mes yeux aucun doute qu'en dispersant du produit accélérant à 3 étages différents pour déclencher un incendie en plein milieu de la nuit dans un immeuble d'habitation, les auteurs se sont mis en situation de tuer des personnes surprises dans leur sommeil par les flammes, les gaz et les fumées. En ce qui concerne les circonstances du passage à l'acte, l'exploitation des images de vidéosurveillance de la ville de Nice fournissait de nombreux éléments utiles à l'enquête. Grâce à ces images, il était mis en évidence l'implication d'un véhicule Renault Clio type 5 de couleur noire. Ce véhicule était vu à 2h03, circulant sur le pont Napoléon III à Nice. Il se rendait dans le quartier des Moulins où il circulait pendant plusieurs minutes. À 2h10, il était vu une première fois circulant avenue de la Santoline. À 2h12, le véhicule se stationnait à l'angle de l'avenue de la Santoline et de l'avenue Giroud, à proximité du lieu des faits. Un individu passager avant était vu descendre du véhicule. À 2h14, 3 individus traversaient la rue Françoise Giroud en empruntant l'avenue de la Santoline en direction du lieu des faits. À 2h15, ils se trouvaient devant le hall 48 du bâtiment 38, essayaient de rentrer en vain dans l'immeuble et repartaient immédiatement en direction du véhicule. À 2h16, ils se trouvaient de nouveau devant l'entrée, puis repartaient quasi immédiatement. Les 3 individus de sexe masculin, d'apparence plutôt jeune, étaient décrits de la manière suivante. Un porteur d'un haut blanc, type t-shirt, à manches courtes et d'un jean bleu. Un porteur d'un haut noir, à capuche, un bermuda et des chaussettes blanches relevées à mi-mollet. Un porteur d'un haut sombre, type t-shirt à manches courtes, et un bermuda, individu décrit comme un peu plus corpulent que les 2 autres. Après avoir quitté son emplacement, le véhicule circulait dans le quartier et était de nouveau vu à 2h23 à l'angle de l'avenue de la Santoline et de la rue Françoise Giroud. Il se stationnait alors dans le sens du départ. À 2h25, les 3 mêmes individus se présentaient de nouveau devant le lieu des faits. L'individu porteur du haut blanc frappait à 4 reprises la porte vitrée avec une pierre trouvée sur place. Le porteur du haut noir restait à côté en tenant à la main ce qui paraissait pouvoir être un téléphone de grande taille. Le 3e individu, légèrement en retrait, paraissait surveiller. La vitre finissait par céder et après avoir actionné le bouton intérieur de la porte, à 2h26, les 3 individus s'engouffraient dans l'immeuble d'où ils ressortaient environ 1 minute plus tard. L'incendie se déclarait très rapidement après. Le véhicule quittait les lieux et était vu à 2h29 s'engager sur la bretelle de l'autoroute A8 en direction de Saint-Laurent-du-Var. Les équipes de la police technique et scientifique procédaient à de très nombreux prélèvements en vue d'identification ADN et à des relevés de traces papillaires, transmis ensuite en urgence au laboratoire de police scientifique de Marseille qui délivrait des premiers résultats. D'autres prélèvements sont aujourd'hui encore en cours d'analyse. Les exploitations en matière de téléphonie, géolocalisation, analyse des fadettes et interception des communications téléphoniques permettaient d'identifier des lignes susceptibles d'avoir été utilisées par les auteurs et de disposer en conséquence des localisations associées à leur utilisation.
Ces localisations faisaient ensuite l'objet d'un travail d'analyse et de couplage avec de nouvelles données de vidéosurveillance. Au-delà des témoignages reçus juste après les faits, plusieurs témoignages réalisés depuis jeudi permettaient également de réunir des éléments en vue d'identifier les membres du groupe. Un travail très important d'analyse et de recherche était engagé pour conforter des identifications possibles et établir des localisations aux fins d'interpellation. Un placement en garde à vue d'une première personne intervenait le 18 juillet, peu avant 16 heures. Le SIPJ était avisé par un avocat qu'un individu s'était présenté à son cabinet en indiquant avoir été contraint d'accompagner en voiture plusieurs individus dans le quartier des Moulins et en livrant des éléments permettant d'envisager l'implication de ces derniers dans l'incendie criminel. En découvrant les informations faisant état de 7 décès le 18 juillet au matin, cet individu souhaitait en informer les services de police. Âgé de 25 ans, résidant et exerçant une activité professionnelle dans les Alpes-Maritimes, il apparaissait connu des services de police avec des antécédents judiciaires pour des faits mineurs. L'intéressé était placé en garde à vue et conduisait les enquêteurs à l'emplacement où avait été stationné le véhicule Clio 5 noir utilisé. Ce véhicule se révélait être un véhicule de location et était saisi, afin notamment de réaliser différentes opérations de police technique et scientifique. Au final, après 4 auditions, l'intéressé reconnaissait en substance avoir conduit à l'aller et au retour le véhicule Renault Clio 5 qu'il avait précédemment sous-loué, ce à la demande d'un ami, et sans être ni informé ni associé aux faits criminels. Si les premières investigations tendaient à conforter ces déclarations quant au rôle de conduite du véhicule, différents éléments permettaient en revanche, à ce stade, d'envisager une implication beaucoup plus forte que celle reconnue. Sur la base du travail très important d'analyse précité, un second individu était interpellé le 21 juillet vers 16 heures à Noisy-le-Grand, en région parisienne, par la brigade de recherche et d'intervention nationale. Âgé de 21 ans, habituellement domicilié dans le Val d'Oise, l'intéressé, connu des services de police, présentait des antécédents judiciaires pour des faits mineurs. Au moment de son interpellation, il apparaissait porteur de bandages aux jambes, les éléments réunis permettant de penser que les blessures étaient des brûlures récentes. Il était placé en garde à vue et conduit à Nice pour la poursuite de la mesure. Entendu par les enquêteurs, il mettait en avant son droit au silence compte tenu de son état et déclarait simplement être impliqué sans souhaiter s'expliquer davantage. Pour l'heure, les investigations permettaient donc d'envisager la participation aux faits de 5 individus, 3 d'entre eux ayant pénétré dans l'immeuble pour déclencher l'incendie mortel, 2 étant restés dans le véhicule. À cette heure, 3 individus sont très activement recherchés. Un âgé de 23 ans, domicilié habituellement dans les Alpes-Maritimes. Un âgé de 18 ans, domicilié habituellement dans le Val d'Oise. Un âgé de 17 ans, domicilié habituellement en Seine-Saint-Denis. S'agissant du mobile du passage à l'acte, s'il convenait d'être prudent jeudi sur ce mobile, la piste de fait intervenant dans le cadre d'un conflit sur fond de trafic de stupéfiants se confirme. Et il apparaît bien d'une part que l'incendie criminel est susceptible de présenter un lien avec le contrôle de points de vente de stupéfiants situés à proximité du lieu de l'incendie. Il apparaît d'autre part également que les victimes des faits ne sont en aucune manière directement ou indirectement concernées par ce conflit de territoire. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, des interpellations effectuées et arrivant au terme de la première mesure de garde à vue prise jeudi, j'ai décidé d'ouvrir ce jour une information judiciaire pour laquelle je sollicite la désignation de 2 juges d'instruction. Les infractions suivantes
déjà visées sont retenues. Destruction volontaire par incendie en bande organisée et ayant entraîné la mort, association de malfaiteurs en vue de la commission des faits de destruction volontaire par incendie en bande organisée. L'infraction d'association de malfaiteurs en vue de faits de détention, transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants est ajoutée et vient traduire juridiquement la dimension de contrôle d'un point de vente de stupéfiants que j'évoquais à l'instant. Pour les faits de destruction volontaire par incendie en bande organisée et ayant entraîné la mort, la réclusion criminelle à perpétuité est encourue. Tout en rappelant le principe de la présomption d'innocence, je vous indique que les 2 personnes placées en garde à vue sont déférées ce jour dans le cadre de cette procédure. Mon parquet sollicite la mise en examen des intéressés pour l'ensemble des faits au regard des nombreux éléments réunis permettant d'envisager leur implication directe. Le placement en détention provisoire est demandé pour ces 2 personnes pour les motifs suivants: garantir leur représentation, prévenir le renouvellement de l'infraction, empêcher toute concertation frauduleuse et conserver les preuves et indices, mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public provoqués par la gravité et les circonstances des infractions. Les investigations vont donc désormais se poursuivre sous la direction des magistrats instructeurs. Elles devront s'attacher bien sûr à enrichir et consolider, à charge et à décharge, les éléments recueillis dans l'enquête de flagrance, qui a permis, 4 jours après les faits, de dessiner un scénario de passage à l'acte et de possibles acteurs, certains étant en fuite à cette heure. Au-delà de l'interpellation de ces derniers, les investigations devront aussi viser à identifier et rechercher de possibles donneurs d'ordre qui auront, eux aussi, le moment venu, à assumer leurs responsabilités dans ce drame. En remerciant vivement l'ensemble des collègues de mon parquet et du greffe qui sont intervenus dans le cadre de cette procédure, soyez assurés de notre engagement et de notre détermination pour tout mettre en œuvre afin que justice soit rendue. Je vous remercie de votre attention.